Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, je me réjouis aujourd'hui de vous présenter un nouveau format podcast qui dorénavant va sortir tous les mardis. Alors je vais vous expliquer un peu le concept. On va soit faire des formats un peu style masterclass, on va choisir un sujet bien précis, on va l'élaborer parfois sur plusieurs parties et c'est ce qu'on va faire en l'occurrence aujourd'hui. Ou alors on va parler un peu avec un format after hour, c'est-à-dire que je vais vous partager un peu les coulisses, les différentes choses que je n'aborde pas dans mon podcast de base lors des épisodes qui sortent le jeudi. Donc je me réjouis vraiment de commencer ce nouveau format avec vous. Franchement, ça va être bien, j'ai plein de choses à partager avec vous. Et du coup, pour l'occasion, vu qu'il y a mon programme Hybride Performance qui va sortir dans quelques jours, je me suis dit, on va creuser un peu plus en profondeur ce sujet. J'ai toujours énormément de questions là-dessus. J'ai déjà abordé certains principes ici et là, mais je me suis dit, hey, on va créer des masterclass qui vont nous permettre d'être le référencement. Donc à chaque fois, vous aurez des questions sur les différents sujets qu'on va aborder en relation à la performance ici aujourd'hui et pour les différentes parties, eh bien, ce seront les épisodes de référence. Vous pourrez toujours revenir dessus et j'alimenterai bien entendu le tout si j'oublie des choses parce que vous connaissez votre gars ici. C'est du live and direct. Je ne pose pas. C'est du one shot. C'est de la connaissance. Ceci étant dit, j'ai pris quelques notes. Donc pour cet épisode-là, on va parler des piliers de la performance et ce sera la partie 1. Je ne sais pas combien de parties il y aura. Plusieurs, je pense en tout cas 3. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le développement de la force et de l'hypertrophie. Je vais partager avec vous tous les aspects qui doivent être gardés en tête, comment j'organise le tout pour développer ces qualités-là, d'accord? On va aborder le tout à travers différents points clés. On va commencer par des définitions simples. Ensuite, on va parler de quelques faits, s'il y en a au cours de ces différentes parties, des interprétations qu'on peut en tirer, des mythes qu'il y a autour de ces choses qu'on cherche à développer, des bénéfices, bien entendu, qu'on peut en tirer, des différences, des complémentarités et des adaptations bien entendu, ainsi que les clés à garder en tête. Ça c'est vraiment le but de ces épisodes, les clés à garder en tête. Je vais vous donner toutes les astuces qu'il faut garder en tête et implémenter pour que vous puissiez développer, en l'occurrence ici, votre force et développer un physique à travers ce concept d'hypertrophie musculaire. Et finalement, toutes les variables, les petits détails à garder en tête. Encore une fois, je vous parle ici avec un bagage, avec des résultats sur moi-même, sur des dizaines de clients, que ce soit la population générale, que ce soit également des athlètes de tout niveau ainsi que du plus haut niveau et bien entendu en me basant toujours sur la recherche scientifique. Donc je ne vais pas citer exactement avec qui j'ai eu quoi, je ne vais pas citer exactement des recherches scientifiques parce que, hey les gars, c'est une accumulation de connaissances ici. Si vous voulez en savoir plus, prenez mon programme mentorship pour les professionnels du sport et de la santé. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour que ce soit accessible à tous, tout en gardant une certaine touche de spécificité, bien entendu, parce que c'est nécessaire. Donc on va commencer par parler de force et d'hypertrophie. Lorsqu'on parle de performance, eh bien c'est mon but après tout, hein. Petite introduction ici. J'ai toujours voulu créer un système depuis plusieurs années qui nous permet de créer l'athlète le plus complet possible. Et lorsqu'on est l'athlète le plus complet possible, et puis on peut naviguer dans n'importe quelle activité parce qu'on a développé toutes les capacités nécessaires à s'adapter à n'importe quelle activité. Ça a toujours été mon but. Aujourd'hui, je vois que c'est un peu plus à la mode avec les entraînements dits hybrides, mais il y a plein de trucs qui manquent. Il y a plein de qualités meilleures qui manquent pour être justement cet athlète complet. Alors, on s'y approche beaucoup plus que là où on a commencé avec l'ère du bodybuilding et après l'ère de l'entraînement fonctionnel, mais il manque encore des éléments clés et c'est ce que je vais chercher à vous présenter au cours de ces prochaines parties, ces prochains épisodes là. Donc où est-ce qu'on doit commencer lorsqu'on parle de performance? On doit parler de force. Pourquoi la force? Parce que la force c'est la qualité mère, c'est la qualité de toutes les qualités. Je dirais même que les autres qualités au final ce ne sont que des noms qu'on a voulu attribuer, on a voulu remodeler un peu cette qualité mère qu'est la force en disant ouais c'est la force X, c'est la force Y, c'est la force Z. Mais au final, tout est une question de force. Alors la force, si on définit le tout à travers la lentille de la physique, on parle ici de masse fois accélération. Et c'est important de garder ça en tête, simplement pour revenir sur ce concept-là, sur cette équation-là, qui nous permettra de comprendre qu'on doit manipuler certaines variables pour pouvoir produire de la force et ainsi développer cette qualité-là, ok? Et lorsqu'on parle d'hypertrophie, eh bien, de manière générale, on parle de l'augmentation du volume d'un organe. Alors, en l'occurrence, ici, on va parler d'hypertrophie musculaire. Le muscle est un organe. De manière générale, on va parler donc d'augmentation de volume au niveau de vos muscles. Alors, on pourrait rentrer dans les détails
hypertrophie myofibrillaire, hypertrophie sarcoplasmique. On va pas rentrer dans ces détails-là. J'ai déjà fait des épisodes par le passé là-dessus. Et je pense que j'ai des connaissances actuelles un peu plus poussées qui pourraient me permettre de complémenter le tout. Mais franchement, c'est pas très important si vous comprenez les concepts clés que je vais vous présenter ici. Ok, donc à garder en tête la force, la qualité mère et l'hypertrophie, l'augmentation de volume musculaire ici. D'accord. Premier fait que je voulais mentionner, il y a toujours des fun facts qui sont importants à utiliser, à savoir pour les interpréter. Après 40 ans, on s'accorde à dire qu'on perd 1% de masse musculaire par année. Et on s'accorde également à dire que l'on perd 1 à 2% de force par année. Et c'est super important parce que plus on vieillit, eh bien, plus on veut mettre l'accent sur ça. D'accord? On peut contrer cet effet ou ralentir cet effet à condition, bien entendu, de faire de la musculation. On sait que le muscle est l'un des organes les plus importants pour énormément de mécanismes d'un point de vue métabolique, d'un point de vue santé de manière générale. Et c'est fou qu'on ne mette pas l'accent dessus. Ça commence à venir encore une fois, le corps médical commence à changer un peu de discours, mais hey, la musculation, ça devrait être la recommandation donnée par tous les médecins généralistes. Entraînez-vous, levez des poids. Mais aujourd'hui, non, c'est faites attention, levez pas de poids, etc. Non, alors encadrez-vous avec des professionnels compétents, des coachs, des personal trainers, etc. pour que vous puissiez être armé contre justement cette dégénérescence de votre corps. Au quotidien, vous perdez une certaine quantité de muscles, c'est comme ça, d'accord? C'est votre biologie, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. D'un point de vue factuel, mais on peut, peut-être je devrais me corriger ici, j'ai pas bien formulé le tout, c'est quelque chose qui arrive d'un point de vue physiologique, mais on peut contrer, voire ralentir le tout de manière très conséquente si on fait les choses bien. Donc je pense vraiment que dans les prochaines années, la musculation, ça va être le truc que l'on va recommander. On va arrêter avec les trucs du style oui, allez juste marcher, ce qui est très bien. Je recommande d'aller marcher. On en parlera dans un podcast. Faites du vélo. Non, les gars, allez lever des poids. Pour votre santé, de manière générale, c'est super important. Et je parle même pas du fait que plus on va vieillir, plus on doit maintenir nos réflexes, on doit maintenir cette capacité à produire de la force pour se rattraper, etc. Parce qu'on sait que plus on vieillit, l'une des causes de blessures et de cet effet boule de neige qui va être créé, qui est que, hey, on se fait mal quelque part, du coup on arrête de bouger, du coup on prend du poids, du coup on développe des maladies, etc. Alors que tout commence par le fait qu'on a perdu cette capacité à bouger. Donc maintenez cette capacité à bouger d'un point de vue musculaire, métabolique, santé de manière générale, articulaire, eh bien c'est très important de le faire, d'accord? Maintenant, la deuxième interprétation, pour ceux qui n'ont pas encore 40 ans, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, j'ai pas 40 ans, c'est longtemps ». Mais le truc, c'est qu'on veut construire le plus gros réservoir possible. Comme ça, éventuellement, s'il y a une baisse, eh bien, il y a une baisse, mais sur une base qui est énorme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je continue à entraîner ma performance, malgré le fait que je ne sois plus un athlète de compétition. Parce que j'ai envie de créer ce seuil, amener ce seuil le plus haut possible, le palier de performance le plus haut possible. Et éventuellement, lorsque ça diminuera, eh bien, ça diminuera certes, mais j'aurai toujours cette base qui sera conséquente, bien au-dessus de la moyenne et qui me permettra d'évoluer au quotidien de manière voilà, à l'aise. Donc c'est très important. C'est un peu comme un budget. Vous voulez créer, vous voulez économiser au maximum. Éventuellement, bien entendu, vous allez dépenser cet argent, mais plus vous avez économisé, et bien plus vous êtes en sécurité. Bien entendu, on parle ici de sécurité financière, mais vous aurez compris la métaphore. Parlons maintenant des mythes qui viennent autour de, je dirais plutôt autour de l'entraînement de force. On va s'axer plutôt là-dessus parce que l'hypertrophie, ça va être vite couvert, vous allez le voir. Et d'ailleurs, c'est un petit message que j'aurais à passer ici, que surtout quand on parle d'hypertrophie, on rend le truc plus complexe que ça ne l'est. Alors c'est de toutes les qualités, je dirais que c'est le truc avec lequel on peut s'en sortir avec le moins de connaissances possible. Mais j'y viens dans un instant. Alors, le premier mythe qui revient souvent, c'est que faire de la force va obligatoirement nous faire prendre du muscle et nous ralentir. Alors, on a vraiment associé le fait de faire de l'entraînement de force avec de la musculation de type bodybuilding. Encore une fois, des choses à dissocier. On va revenir sur ces concepts un peu plus en détail dans un instant. Et le fait que ça va nous faire prendre du muscle, de la masse musculaire. Et pour les athlètes ou personnes, de manière générale, même d'un point de vue esthétique, qui se disent « Ah, moi, j'ai pas envie de prendre plus, donc je ne dois pas faire d'entraînement de force. » Et vous allez voir que ce sont deux choses que l'on doit dissocier. Un mythe avec lequel on doit vraiment dealer et on doit s'en débarrasser. La deuxième chose, le deuxième mythe ici en liaison avec la force, eh bien, c'est qu'il faut se baser sur des standards de force qui sont dictés par des sports et par des nombres arbitraires. Alors, ce qui se passe souvent dans l'industrie du fitness, c'est qu'on est influencé par une modalité bien précise.
À l'époque, c'était le bodybuilding. Donc, c'est le bodybuilding qui a régi quasiment tous les concepts qu'on a eu dans le monde de la musculation. Et du coup, on a associé musculation avec bodybuilding. Or, ce sont deux choses que l'on devrait dissocier parce que le bodybuilding, c'est un sport en soi. Donc, on va appliquer tout ce qui est nécessaire pour performer dans ce sport. Et malheureusement, ça ne s'applique pas forcément pour le bien-être général. Et il y a plein de trucs que l'on doit enlever. Et plus tard, bien entendu, ça a été influencé par d'autres sports, d'autres modalités. Ensuite, la force athlétique est venue influencer le tout, le powerlifting. Et on a fixé ces standards, encore une fois, qui sont arbitraires selon moi. On regarde le tout à travers le squat, le deadlift et le développé couché. Et on se dit, hey, si tu peux pas faire X fois ton poids du corps au squat ou X fois ton poids du corps au développé couché, eh bien c'est que tu es nul, tu es un bon à rien. Et encore une fois, tout ça, ce sont des nombres arbitraires influencés par un sport qui va juger le tout à travers les règles de son sport. Et c'est pour ça que c'est très compliqué avec ces sports qui créent une préparation physique, mais qui sont des sports de force qui sont jugés à travers ces exercices qu'on utiliserait dans la musculation, même si on ne pratique pas ce sport de force. J'espère que vous aurez compris ce que je dis ici. La chance que j'ai, c'est que je ne viens pas d'un bagage de ces sports de force. Je les ai étudiés, je les ai pratiqués. J'ai fait partie même des plus grandes écoles pour aller étudier le tout. Et j'ai compris que, hey, moi, je ne suis pas un powerlifter, mais il y a des concepts clés que je peux utiliser du powerlifting et que je peux appliquer afin d'augmenter mes capacités athlétiques. Mais moi, je bouge beaucoup mieux qu'un powerlifter. Je me déplace beaucoup mieux dans l'espace qu'un powerlifter parce que je suis un athlète différent. J'ai pratiqué des sports différents. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, on va retirer ce qu'il y a à retirer, d'accord, et laisser ce qu'il y a à laisser. Et malheureusement, on oublie cette portion de l'équation qui est très importante, qui est de laisser ce qui n'est pas pertinent pour nous. Et c'est pareil pour l'haltérophilie. L'haltérophilie, eh bien, ça a été un va-et-vient par le passé. Et pour développer sa puissance, on est obligé de faire de l'haltérophilie. On parlera justement dans ces épisodes des piliers de la performance, on parlera de la puissance dans le prochain épisode. Quoi qu'il en soit, l'haltérophilie est venue influencer le tout. C'est un peu parti, la force athlétique est revenue. Et ensuite, on revient avec le crossfit et l'haltérophilie. Le crossfit, c'est le meilleur truc pour la préparation physique. L'haltérophilie, c'est le meilleur truc pour développer la puissance. Alors que non, encore une fois, ce sont des outils qu'on peut utiliser. On doit en extraire surtout les concepts et ne pas juger le tout à travers ces sports qui ont leurs propres normes, leurs propres règles. J'espère que c'est clair ici. On reviendra bien entendu sur le premier concept ici de dissociation entre prise de masse musculaire et développement de la force. Maintenant, j'aimerais parler des bénéfices de manière générale pour la population générale. Le fait d'entraîner entraîner sa force. Et c'est très important. Et éventuellement, envoyer cet épisode aux gens qui en ont besoin, qui sont réticents à l'idée de faire de la musculation parce qu'ils disent, ouais, c'est pas pour moi. C'est pour vous parce que c'est nécessaire. C'est comme se dire, ouais, se brosser les dents, c'est pas pour moi. Ouais. Bah, tu vas pas avoir de dents dans quelques années. C'est exactement pareil. D'un point de vue longévité et d'un point de vue santé, c'est très important. C'est l'outil numéro 1 pour lutter contre le vieillissement neuromusculaire. Littéralement, votre corps a été créé pour bouger. Okay. Le mouvement, c'est ce qui vient dicter votre corps. Okay. Et on a cette connexion intime entre notre système nerveux et tous les autres systèmes qui vont nous permettre de bouger dans l'espace, entre autres le système musculo-squelettique. Et c'est sûrement, et j'ai déjà entendu des psychologues parler de ça d'ailleurs, ce qui est très intéressant, en disant que c'était le meilleur outil pour lutter contre toute déclinaison cognitive. C'est-à-dire que le fait de s'entraîner, le fait de stimuler son corps à travers le mouvement, en stimulant donc son système nerveux et tous les différents systèmes de son corps, eh bien c'est l'un des meilleurs outils qu'on a pour lutter contre cette dégénérescence du cerveau. À opposer à ces mots croisés qu'on donne, des trucs super compliqués où on cherche à booster notre cerveau, nos performances cognitives, ce qui est très bien, certes, mais apparemment, et j'ai pas les ressources ici pour back up tout ce que je viens de dire ici, pour confirmer tout ce que je viens de dire ici, mais c'est un fait que j'ai déjà entendu plusieurs fois et selon moi ça fait sens encore une fois, sans être biaisé, mais vous pourrez faire vos recherches. La musculation, l'entraînement de force, eh bien c'est l'un des meilleurs trucs que vous puissiez utiliser pour vos performances cognitives. Et bien entendu, un point qui est très important ici, et on l'abordera dans l'un des piliers également de la performance quand on parlera de mobilité, c'est que on va créer des adaptations au niveau de nos ligaments, au niveau de nos os, au niveau de nos tendons. Et vous savez que plus on vieillit, plus le temps passe, plus on aura tendance à avoir des problèmes au niveau de ces structures-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Souvent on nous dit oui, ben reposez-vous, ne faites rien. Ou prenez du calcium pour vos os. Alors qu'en fait, le meilleur truc que vous puissiez faire, et je ne vais même pas rentrer dans cette histoire de calcium parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement sédentaires, on se retrouve avec des taux de calcium élevés
accumulés dans leur sang parce que justement on a une dégénérescence au niveau de ces tissus osseux. Bref, le meilleur truc à faire, c'est de faire de la force, d'accord? Faire de la force parce qu'on va avoir des adaptations au niveau de ces tissus-là. Alors, je vais l'expliquer en très simple. On a un concept clé qu'on appelle la mécanotransduction. Mécanotransduction qui explique simplement le fait que lorsque l'on place de la tension mécanique sur nos tissus, sur nos cellules, ces dernières vont répondre à cette tension mécanique et vont s'adapter, vont créer plus du tissu en question. Donc, lorsque les os reçoivent cette quantité de force, eh bien, ils disent, ah, ok, je dois construire un os plus solide, je dois construire plus d'os, entre autres, ok? Les ligaments, pareil, les tendons, pareil. Donc, la force, c'est littéralement le langage de notre corps et en communiquant de manière appropriée, c'est-à-dire avec la dose appropriée, eh bien, on va avoir les adaptations qui seront nécessaires et qui seront bénéfiques. Donc, vous l'aurez compris, un point clé ici que je viens de mentionner, c'est que la dose, c'est ce qui fait l'adaptation, d'accord? La dose qui peut être bénéfique ou qui, malheureusement, peut porter préjudice à vos gains. Si vous en donnez trop, eh bien, c'est la dose qui fait le poison. C'est que vous connaissez le dicton ici, d'accord? Donc, le dosage est toujours important, ce qui fait qu'on doit respecter certains principes clés sur lesquels on doit revenir, d'accord? J'ai oublié de noter les principes, donc je le fais ici. Les principes clés, comme ça, votre gars Kev ne va pas oublier. Ok, et vous les connaissez déjà parce que vous m'avez déjà entendu parler de tout ça. Ok, next. On a parlé donc des bénéfices de la population, sur la population générale, bien entendu, pour les athlètes aussi, peu importe, tous les êtres humains. Et c'est ce qui est important au final, c'est que c'est une qualité humaine. Et souvent quand on me pose la question, on me dit, Kev, mais pour la performance, quand tu entraînes la perf, c'est la même chose lorsque tu entraînes monsieur, madame, tout le monde, ou lorsque tu entraînes l'athlète, oui. Les concepts, les principes restent toujours les mêmes. Les méthodes, il y en a 1001, d'accord, voire plus. Et on peut les manipuler. Il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Il y en a qui demandent un peu plus de complexité que d'autres. Mais les principes clés restent toujours les mêmes. D'accord? C'est ce que vous voulez garder en tête. Peu importe, au final, c'est assez transversal comme domaine. Hein. Si vous parlez de fashion, par exemple, vu que vous m'avez vu poster des trucs sur le styling ces derniers temps, il y a des principes clés. D'accord? Il y a des couleurs qui se marient les unes avec les autres. Après, vous pouvez rajouter les accessoires que vous voulez. C'est pareil, les méthodes sont un peu les accessoires que vous allez rajouter. Mais la base des bases, c'est comment vous allez matcher les différentes couleurs. Je deviens très fort avec ces métaphores-là. Petite note pour tous les coachs, c'est important d'avoir des métaphores. Comme ça, vous communiquez avec vos clients de manière effective ici. Maintenant, j'en viens à cette dissociation qu'il y a à créer entre la force et l'hypertrophie. La dissociation, mais également la complémentarité. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui peuvent s'opposer éventuellement, mais deux choses qui peuvent être complémentaires et on va voir à quel moment ça devient complémentaire. Donc la force, comme je l'ai dit, masse fois accélération, mais c'est la définition très physique ici, d'accord? Maintenant, pour comprendre le tout, on parle d'énergie de manière générale lorsqu'on parle de physique, mais c'est très important parce que lorsqu'on pense à l'énergie, on pense à ces décharges électriques et c'est un peu comme ça que votre système nerveux fonctionne à travers cette décharge électrique, d'accord? C'est comme ça que l'on va communiquer entre les différents systèmes. Et donc, la force pourrait être définie comme votre capacité à décharger une certaine magnitude d'énergie. Si on parle de force maximale, eh bien, on parle de votre capacité à décharger la magnitude d'énergie la plus élevée possible. D'accord? Lorsqu'on parle d'hypertrophie, comme je l'ai dit, on parle tout simplement d'augmentation de taille de votre muscle. Et la différence qu'il y a à faire, ou la dissociation que l'on peut créer ici, c'est qu'il y a un peu un continuum. Il y a un continuum où on peut s'entraîner de façon à être un peu au milieu, où on va développer de l'hypertrophie, c'est-à-dire on va augmenter la taille de nos tissus et développer un peu de force. Alors c'est pas ce qu'il y a de meilleur, bien entendu, on va pas être extrêmement fort et extrêmement musclé, je dirais, mais on a le bon compromis, c'est un peu le sweet spot. Et on peut se situer un peu plus dans les extrêmes, on va chercher que le développement, ou plutôt le développement de l'hypertrophie et plutôt le développement de la force. Il faut savoir simplement où vous allez vous positionner et au sein même d'un entraînement, eh bien, on peut se placer différemment sur ces continuums-là. Je vais y revenir dans un instant. Prenez simplement des notes. Alors, le premier truc à garder en tête lorsque vous comprenez ce continuum, c'est que on peut très bien développer sa force sans pour autant développer ou augmenter de manière conséquente le volume de ses muscles en augmentant sa masse. D'accord ? Pour qui c'est intéressant? Pour les gens qui ont un but esthétique bien précis, qui veulent continuer bien entendu à bénéficier de tout ce que l'entraînement de force peut offrir, mais qui ne veulent pas prendre plus de masse musculaire. Je pense à des athlètes qui sont dans des catégories bien précises, des gens qui sont contents avec leur look, vous faites du mannequinat ou que sais-je, et vous êtes content avec ça, mais vous voulez quand même bénéficier des entraînements de musculation. Ok, hey, je vais travailler avec des variables bien précises pour
développer ma force sans pour autant augmenter ma masse musculaire, d'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. À l'inverse, eh bien, c'est également possible. Vous pourriez très bien être très musclé sans être fort, sans développer cette composante force. Toujours un petit peu, parce que ça se chevauche toujours un petit peu, mais de manière générale, vous pourrez très bien vous situer à l'autre extrême, développer simplement vos muscles sans jamais développer votre force. Donc c'est le premier truc à garder en tête, vous avez le choix. Lorsque je me place sur l'extrême du développement de la force, eh bien qu'est-ce que je fais concrètement? Je dois apprendre ou j'apprends à mon système nerveux à utiliser toutes les connexions que j'ai à l'heure actuelle. Les connexions, on va y revenir dans un instant, les connexions qu'il y a entre le système nerveux et vos muscles. Entre autres, ce qu'on appelle les motor units, les unités motrices. Voilà, j'ai cherché le mot en français. Vous connaissez ici, votre gars Kev a tout étudié en anglais, donc parfois je dois faire les traductions en live. Donc, on parlait de ces connexions entre le système nerveux et le muscle, à travers ces unités motrices. Une unité motrice, c'est simplement un neurone qui est connecté à des fibres musculaires. Et plus on arrive à créer de connexions avec ces fibres musculaires, et bien plus on va décharger de la force, ou plus on va pouvoir décharger une plus grande magnitude de force. Et donc, lorsque vous entraînez votre force et vous ne voulez pas développer plus de masse musculaire, vous apprenez petit à petit, avec les bonnes variables d'entraînement, à utiliser tout ce que vous avez à disposition. À l'opposé, vous cherchez juste à créer plus de masse musculaire. Dans le meilleur des mondes, si vous êtes dans ma situation et dans la situation de beaucoup de personnes qui, même des athlètes de haut niveau qui ne sont pas au point où un peu plus de masse pourrait porter détriment en tout, eh bien, on va se situer de façon à avoir le meilleur de tous les mondes, avoir un peu plus de masse musculaire et un peu plus de force, d'accord? C'est ce qu'on aimerait avoir. Parce que, effectivement, lorsqu'on va rajouter plus de masse, on va être capable de décharger plus de force. C'est pour ça que dans les sports de force que vous allez retrouver dans l'haltérophilie, dans le powerlifting, etc., il y a des catégories de poids. En gros, on parle de catégories de masse, d'accord? Vous allez rajouter plus de masse musculaire et les gars arrivent à lever plus de poids, d'accord? Parce que, et bien entendu, il y a cette complémentarité-là. Alors, il y a cette différence à créer. On peut se placer d'un côté du spectre ou de l'autre, mais il y a cette complémentarité. Pensez à ça, l'exemple que j'aime bien utiliser ici. Pensez à ça comme une... J'ai entendu cet exemple, je ne me rappelle plus qui parlait de ça, mais bref, ça me reviendra si je donnerai les crédits encore une fois à ceux qui le méritent. Mais pour revenir à ce concept de cette connexion entre le système nerveux et les muscles, on parlait donc de cette unité motrice, ce neurone qui est connecté à différentes fibres musculaires. Eh bien, on pense à ça comme si on faisait une queue de cheval. Donc on attrape la queue de cheval, l'élastique qui vient attacher la queue de cheval, c'est un peu le neurone, ok, le neurone moteur. Et plus on a de cheveux à l'intérieur, plus on va avoir une queue de cheval qui est épaisse ici. Et donc, en l'occurrence, si on utilise cette métaphore, on va avoir plus de fibres de connexion entre ces fibres musculaires et le neurone moteur. Et donc, plus on va pouvoir décharger de la force. Et l'idée, c'est que si vous vous situez sur ce spectre, comme je l'ai dit, où on va développer les deux, la force et un peu plus de masse, eh bien, on va rajouter tout simplement plus de cheveux à cette queue de cheval. Ce qui fait qu'on aura une queue de cheval plus épaisse, on aura une capacité à décharger plus d'énergie et donc ce qui va nous permettre d'augmenter notre magnitude de force déchargée, d'accord? Donc bien entendu, si vous voulez développer votre force max, on peut le faire, mais rajouter un peu plus de masse musculaire, ça va être pertinent. Et je pense que la plupart des gens, même la plupart des athlètes de haut niveau, bien qu'ils soient dans des catégories parfois, bénéficierait quand même d'une certaine prise de masse musculaire. Ça va dépendre bien entendu du niveau de chacun. Mais c'est une dissociation et une complémentarité qui est très importante à comprendre ici. Voilà pourquoi je vais organiser mon entraînement d'une certaine façon et je vais vous l'expliquer dans un instant. Les gars, je vous passe littéralement tous les secrets. Si vous voulez savoir comment, eh bien, vous prenez le programme, mais là, je vous donne tous les secrets. Ok, maintenant parlons des adaptations, les adaptations que l'on va créer lorsque l'on travaille d'une façon ou d'une autre, d'accord? L'hypertrophie, comme je vous l'ai dit, c'est très simple, ok? On cherche juste à prendre de la masse musculaire. Il y a différents types d'hypertrophie, mais c'est pas très important. Il y a certaines variables sur lesquelles on va revenir juste après. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous vous attardez que sur le développement de la masse musculaire. Pour la force, eh bien, on va avoir des adaptations au niveau des tissus conjonctifs. Donc, on va avoir des ligaments plus forts, des os plus forts, etc. Et ça, pour tout type d'athlète, c'est intéressant. Pour tout type de personne, c'est intéressant. Donc, vous voyez que la performance, au final, ça reste assez
global ici et la spécificité de chacun va pouvoir en bénéficier. On va avoir un truc qui est très intéressant lorsque on travaille sur sa force de manière appropriée, c'est que on va avoir également un changement au niveau de la typologie de nos fibres musculaires. On a différents types de fibres musculaires. On a les types, ce qu'on appelle les fibres lentes, d'accord? On a les fibres rapides et on a les fibres entre deux. Et les fibres entre deux, eh bien, c'est un peu, ce sont ces fibres hybrides qui, en fonction de l'entraînement que vous allez utiliser, vont plutôt se transformer en fibres rapides ou alors en fibres lentes. Alors, il n'y a pas de connexion bonne ou mauvaise ici lorsqu'on parle de fibres rapides ou de fibres lentes. On parle simplement de leur capacité de manière générale. Les fibres lentes vont être des fibres qui vont utiliser un certain système, qui vont être beaucoup plus endurantes et moins performantes au niveau de la décharge de force qu'elles vont pouvoir produire. À l'opposé, les fibres rapides, elles, vont pouvoir décharger une magnitude de force, de vitesse de manière très efficiente, mais ne sont pas très endurantes, se fatiguent très rapidement et prennent beaucoup de temps à récupérer. C'est un point qui est très important, on en parlera dans l'épisode 2, d'accord? Très important à garder en tête. Et du coup, cette typologie va être dictée par votre génétique. De manière générale, vous allez avoir plutôt une dominance qu'une autre, d'accord? Vous êtes plutôt une dominance, un athlète qui va être au niveau plus performant au niveau de tout ce qui est endurance et un autre qui va être plus performant sur tout ce qui va être sprint, etc. Mais comme je l'ai dit, il y a un entre-deux et en fonction de comment vous allez vous entraîner, eh bien, ça va dicter où ces différentes fibres vont se diriger. Donc, hey, dictez votre entraînement de façon à devenir l'athlète que vous voulez devenir. Lorsque vous travaillez sur votre force, vous, avec les bonnes variables, encore une fois, on va y venir dans un instant, eh bien, on va pouvoir créer un changement au niveau de ces fibres musculaires et les transformer en fibres rapides, en fibres qui vont nous permettre de décharger ces magnitudes d'énergie les plus élevées. Donc très important ici de ne pas négliger cet aspect-là, d'accord? Je dirais même que, peut-être un point, parenthèse que je n'avais pas décidé d'aborder ici, souvent on me pose la question, est-ce que les athlètes d'endurance devraient travailler sur leur force? Bien entendu, oui, vous voulez augmenter ce palier, d'accord? Malgré le fait que votre potentiel va être limité de par tout le volume d'endurance que vous faites, etc. Eh bien, au final, lorsque vous poussez dans le sol, qu'est-ce que vous faites? Vous produisez de la force dans le sol. Et si vous augmentez ce palier, c'est-à-dire que votre base, votre minimum devient le minimum plus 10 par rapport à avant, eh bien, vous vous projetez plus vers l'avant. Vous aurez des meilleures foulées, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le tout, en très simple, en très imagé. Peu importe le sport que vous faites, vous voulez travailler sur le développement de votre force max. Maintenant, les concepts clés à garder en tête. Là, on y vient, on arrive vraiment dans le vif du sujet, les trucs importants que vous ne voulez pas rater. Parlons de l'hypertrophie. Comme je l'ai dit et je l'ai redit, je me tue à le dire, l'hypertrophie, c'est très simple. Okay, on essaie de faire croire que c'est trop compliqué. On rend le truc plus compliqué que ça ne l'est, encore une fois. Je pense que pour le développement des autres qualités, il y a vraiment des trucs à garder en tête qui sont très importants. Pour l'hypertrophie, vous pouvez vraiment vous en sortir en faisant quasiment n'importe quoi. Et c'est pourquoi on voit des gens qui font n'importe quoi et qui s'en sortent et qui ont des beaux physiques. Maintenant, premier concept clé concernant l'hypertrophie qu'on aimerait garder en tête. L'hypertrophie va être le résultat d'une adaptation qui va être créée par la manipulation de deux variables. Deux variables très importantes ici, qu'on appelle la tension mécanique et le temps sous tension. Ce sont les deux seules variables. À l'époque, on rajoutait le stress métabolique. Et déjà à l'époque, si vous remontez dans mon feed, eh bien, j'avais déjà fait un post là-dessus en disant que le stress métabolique n'était pas la variable importante qui dictait la prise de muscle, etc. Mais les recherches n'étaient pas à jour, etc. Mais votre gars K-Swiss, encore une fois, alors que ce n'est pas censé être mon sujet de prédilection, était en avance là-dessus. Et je l'ai compris à travers plusieurs anecdotes et plusieurs recherches que j'ai su interpréter. Mais comme on n'avait pas les recherches exactes qui disaient exactement ce que je voulais dire, eh bien malheureusement, on déniait le tout, d'accord? Mais c'était mal comprendre la science, encore une fois, mal comprendre comment on doit interpréter la science. Donc quand on parle de tension mécanique, comme je l'ai dit, on parle d'appliquer de la force sur nos tissus. On applique de la force sur nos tissus et cette force est interprétée, c'est le signal qu'on envoie sur nos cellules et ensuite, votre corps décide de créer plus, ok, plus de cellules, etc., plus des tissus que vous allez solliciter. Donc, la tension mécanique, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre aussi, ou ce qu'il faut en retirer, c'est que vous voulez travailler avec des intensités qui vont placer des tensions conséquentes
pour que votre corps se dise « Hey, ok, je reçois ce signal-là, j'ai envie de créer des adaptations qui sont conséquentes également. » La dose, encore une fois, doit être maîtrisée. On respecte toujours le principe de la surcharge progressive. Ensuite, le deuxième temps qui est important, la deuxième variable qui ne peut pas être dissociée au final, d'accord? Il ne suffit pas de simplement appliquer plus de tension mécanique. Il faut également maîtriser ce qu'on appelle le temps sous tension. Et un des facteurs clés que j'ai compris, justement, en étudiant tout ce qui tournait autour de la science du stretching, eh bien, c'était que le temps sous tension, c'était la variable clé. Pourquoi? Je vous explique. Eh bien, sur plusieurs recherches que j'ai lues, eh bien, j'ai observé qu'on observait des gains hypertrophiques au niveau de nos tissus suite à des protocoles de stretch. Donc les personnes tenaient leur position d'étirement et effectivement gagnaient du muscle. Alors comment ils gagnent du muscle? Ils font pas de répétition, ils n'utilisent pas de charge externe. Eh bien, il s'avère que les étirements, même passifs, ne sont pas si passifs que ça. Lorsqu'on étire une insertion d'une autre insertion, eh bien, on applique justement de la tension mécanique. Et au bout d'un certain temps, eh bien, le corps va interpréter ces informations, c'est là que c'est très important. Il faut passer un certain temps sous cette tension pour que le corps l'interprète et se dise « Ok, je dois créer plus de X, je dois créer plus de Y. » Donc ce sont deux variables que l'on ne peut pas dissocier. Donc ce n'est pas tant les répétitions, encore une fois, c'est la tension que l'on va utiliser et bien entendu le temps que l'on va accumuler. Si ce n'était que l'un de ces deux facteurs, eh bien on ne pourrait pas bénéficier de ces gains. Je donne un exemple. Si la seule variable qui dicterait la prise de masse musculaire serait la tension mécanique, il suffirait de faire une répétition, 1 RM, d'accord? Et là, on prend du muscle. Or, on sait que ça ne fonctionne pas de cette façon-là, d'accord? On peut prendre du muscle éventuellement avec un 1 RM, 2 RM, 3 RM, mais il faudrait le faire avec énormément de volume, d'accord? Donc, ça serait 1 RM, mais techniquement, on ne pourrait plus le faire. Donc, ça serait un 2 RM, mais on garde une répétition en réserve. Et on le fait plusieurs fois sur plusieurs séries. Pourquoi? C'est pas le volume qui est important au final. Le volume, c'est la sous-variable, si on veut, du temps sous tension. C'est le fait d'accumuler du temps sous cette tension mécanique. Donc rappelez-vous, c'est ce que vous voulez garder en tête ici. Vous voulez accumuler du temps sous tension. Et maintenant, on arrive à d'autres concepts qui sont clés ici. On va parler d'échec musculaire et de répétition effective. Pour que vos séries soient validées, entre guillemets, pour que on se dise, hey, mon travail va me permettre ici de créer plus des tissus que je cherche à créer. Eh bien, je dois me rapprocher de ce qu'on appelle l'échec musculaire. C'est-à-dire qu'on doit sentir qu'on n'arrive pas à produire une répétition de plus. Si je vais produire une répétition de plus, je vais devoir compenser, ça va partir en cacahuète. Donc voilà, c'est l'échec musculaire. C'est comme ça qu'on le définira. Et il s'avère que les répétitions effectives, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on s'approche de cet échec musculaire, ce n'est qu'à ce moment-là que ces répétitions vont engendrer les adaptations pour l'objectif souhaité ici, qui est la prise de masse musculaire, d'accord? Donc, ce ne sont que, en général, les répétitions les plus difficiles, celles où vraiment vous allez souffrir, où vous allez mettre l'effort pour pouvoir faire la prochaine, qui vont vraiment compter. Maintenant, ce qui est intéressant pour relier les deux points que j'ai mentionnés auparavant, c'est que plus on va utiliser une tension mécanique qui est élevée, en d'autres termes, des charges qui sont élevées, des poids qui sont élevés, et bien plus on va placer de la tension mécanique, d'accord? Et donc plus rapidement on va pouvoir accumuler des répétitions effectives. À l'opposé, si on utilise des répétitions qui sont plus élevées, donc des intensités plus basses, des 20, 30 répétitions, etc., on place une tension mécanique qui est moindre et par conséquent on doit accumuler beaucoup de répétitions, beaucoup de temps sous tension avant d'arriver à ces moments-là où on va créer vraiment ce changement et accumuler des répétitions effectives. Donc vous comprenez qu'il y a un entre-deux à utiliser qui peut être intéressant. Et pour revenir à ce que je disais auparavant, on peut avoir cet entre-deux. Entre je développe un peu de force, un peu de masse musculaire. Je dirais ici que la rangée parfaite pour ça, ça serait le 5 à 8 répétitions, 4 à 7 répétitions. Là, on va profiter des gains de force et on va profiter également de justement de ces gains hypertrophiques. C'est le meilleur de tous les mondes et on accumule rapidement des répétitions effectives, d'accord? Vous partez sur un 5-6 RM. Un 6 RM, je trouve que c'est vraiment adéquat. 6 à 8 pour les moins avancés, 4 à 7 pour les plus avancés. Et là, vous faites 3 séries de ça, vous savez que vous avez accumulé vos répétitions effectives ici. Et là, ça devient super intéressant. Versus faire des centaines et des centaines de répétitions pour accumuler le même nombre de répétitions effectives. Il y a d'autres variables à prendre en considération, la forme du jour, etc. Donc, ne faites pas que ça.
Je ne fais pas que ça, mais c'est un point important à garder en tête. Maintenant, parlons des concepts clés pour le développement de la force. Je dois parler d'une première loi qui a été inaugurée par un physiologiste de l'exercice qui s'appelle Sherrington. Et pour ceux qui ont déjà fait un programme de mobilité, entre autres mon programme Mobility Foundation, la loi de Sherrington est qui est la loi de l'irradiation. Le concept est très simple. Lorsque vous faites de la force, vous voulez maximiser, vous voulez optimiser votre capacité à décharger cette magnitude d'énergie. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser ou appliquer ce concept de la loi de Sherrington qui stipule que plus on va activer d'unités motrices à travers tout notre corps, plus on va pouvoir solliciter de manière efficiente les muscles qui sont censés fournir l'effort. En d'autres termes, si je fais un exercice qui me demande principalement d'utiliser mes quadriceps, eh bien si je serre vraiment tous mes avant-bras, je gaine au maximum tout mon corps, je contracte tous les muscles de mon corps, mes quadriceps vont pouvoir générer beaucoup plus de force. Et ça vraiment c'est un truc qui n'est pas à négliger. Lorsque vous faites vos entraînements de force, vous voulez penser à ça. Peu importe ce que vous faites. Si vous travaillez sur le bas du corps, vous voulez contracter tout le haut du corps. Si vous travaillez sur le haut du corps, vous voulez contracter le bas du corps. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui font du powerlifting le savent, se mettre dans une position au développé couché de façon à pouvoir fléchir leurs genoux et contracter leurs quadriceps, contracter tout leur corps parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter cette magnitude d'énergie que vous allez décharger ici. Donc très important, appliquer ce principe, c'est un concept clé. Un truc que j'aime bien faire sur les mouvements overhead press, j'aime bien enseigner à mes clients avec un dumbbell press ou un kettlebell press à un bras, eh bien j'aime bien utiliser une bouteille d'eau, d'accord? Donc on se met, imaginons, à genoux, un genou au sol, un bras qui va presser. Avec la bouteille d'eau, je cherche à écraser au maximum la bouteille d'eau. Je presse l'autre bras, donc qui ne travaille pas, est tendu et j'applique de la force dans différentes directions au niveau de leur bras pour qu'ils puissent gainer également leur autre bras et ça leur permet de vraiment comprendre comment irradier leur corps de tension. C'est un vrai game changer. Donc la loi de l'irradiation, game changer les amis, rappelez-vous de ce concept. Ensuite, je suis obligé de vous parler du concept de ce qu'on appelle la force absolue et la force max. La force absolue, c'est un concept théorique, si on veut, limite utopique, mais ce serait l'équivalent de quantifier la quantité de force maximale que vous pourriez générer si vous veniez à utiliser toutes les unités motrices de votre corps. Donc si vous veniez à utiliser tout ce que vous avez à disposition, tous les soldats que vous avez à disposition, eh bien, ça ressemblerait à ça. C'est le palier le plus élevé, d'accord? Et la force max, eh bien, c'est tout ce que vous arrivez à utiliser à l'heure actuelle. Et notre but, c'est de combler l'écart qu'il y a entre les deux. C'est ce qu'on appelle le muscular strength deficit, ok? Le déficit musculaire de force. Le déficit musculaire de force en français. Du coup, l'écart qu'il y a entre cette force absolue et cette force max. Et notre but, c'est de combler justement le tout à travers différents entraînements, à travers, entre autres, ce que je viens d'expliquer ou ce que j'explique ici et ce que vous allez avoir dans les différentes parties, d'accord? Maintenant, parlons de la respiration. La respiration, c'est très important lorsque on fait de la force max. Très simple, de manière très simple, ça va alimenter encore une fois ce concept de la loi de l'irradiation. Quand vous allez gainer, vous voulez tout gainer. Vous voulez gainer également vos muscles intrinsèques. Donc tout ce qui est à l'intérieur, vous voulez l'utiliser. Et la respiration en fait partie. Mais principalement, on va utiliser la respiration comme outil pour nous permettre de stabiliser le tout. Parce que si vous n'êtes pas stable, eh bien votre production de force va être inhibée. Et je pense principalement à la colonne vertébrale ici. Lorsqu'on va utiliser sa respiration, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle de la pression intra-abdominale. Vous voulez penser à ça de la manière suivante. Lorsque vous avez une canette pleine, vous l'écrasez, très difficile de l'écraser. D'accord? Lorsque vous avez une canette qui est vide, vous l'écrasez rapidement. Ça serait l'équivalent, lorsqu'on est vide d'air, d'avoir une canette qui est vide, vous vous faites écraser rapidement par votre barre, vous n'arrivez pas à optimiser, encore une fois, cette loi de l'irradiation, gainer tout ce qu'il y a à gainer. Et bien ce que vous voulez faire, c'est créer cette canette qui est pleine. Vous voulez chercher à inspirer au maximum avant de démarrer votre lift et votre exercice et à créer vraiment une expansion sur 360 degrés. Dans mon programme d'ailleurs, Colonne Bulletproof, il y a des drills là-dessus, je vous apprendrai à faire tout ça. Mais pensez à ça, gainer à 360 degrés, ramener de l'air à 360 degrés. Je bloque ma respiration une fois que j'ai créé la canette pleine. Je descends par exemple dans mon squat, peu importe l'exercice ici. Je remonte et lors de la remontée éventuellement, je peux chercher à expirer. C'est très important. En règle générale, j'aurais tendance à dire que on va expirer durant l'effort concentrique. Donc lorsque on produit l'effort, c'est là que je vais expirer. Pas au début de l'effort éventuellement, mais pendant cet effort concentrique, c'est ce qui va faire la différence. Et croyez-moi, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est plus expérimenté que quelqu'un qui est moins expérimenté. Tous ces détails-là font la différence lorsque vous allez travailler sur votre force max. Parlons de l'échec maintenant. On a parlé de l'échec musculaire, là on va parler de l'échec nerveux. L'échec nerveux, eh bien,
c'est une variable qui va, encore une fois, être très importante dans l'adaptation que l'on va créer. Lorsque on va chercher à lever une charge qui est lourde, et on va revenir à ces variables pour finir cet épisode, on va se rapprocher vraiment de cette capacité à ne plus fournir d'énergie. Et lorsque on arrive à l'échec nerveux maximal, eh bien, on a envoyé le signal maximal qui dit à notre corps, tu vois, j'ai pas assez de ce truc que tu m'as demandé d'utiliser, d'accord? Donc là, c'est le signal maximal qui est très intéressant. J'en vais directement aux deux options qu'on a. Pour développer sa force, on n'est pas obligé d'aller à l'échec nerveux. De la même façon que pour développer sa masse musculaire, on n'est pas obligé d'aller à l'échec complet. On peut être à quelques répétitions de l'échec et on va quand même voir des gains musculaires. Maintenant, c'est pareil pour le développement de la force. On peut être à quelques répétitions de l'échec nerveux tout en développant sa force. Mais il y a une relation à comprendre ici. Si vous gardez des choses en réserve, eh bien, il va falloir accumuler plus de volume. Si vous allez à l'échec complet, qui est le signal maximal, eh bien, il ne suffit que de le faire une fois. Une fois, mais fait correctement, c'est le signal maximal pour que votre corps dise « Ah, ok, j'ai compris ». Et par définition, si vous arrivez à l'échec, vous n'arrivez pas à faire des séries en plus, d'accord? Vous avez fait votre squat là, vous avez mis la charge maximale, vous descendez, vous n'arrivez pas à remonter, vous avez posé le squat, la barre sur le pin, hey, c'est fini, j'ai réussi, j'ai essayé, c'était mon max de la journée, mon corps a compris le signal, éventuellement la prochaine fois, avec le même poids, vous arrivez à lever le tout. Donc déjà, vous comprenez que vous avez deux avenues ici. Et c'est important pour ce que je vais mentionner par la suite, d'accord? Deux avenues, échec ou pas échec, un peu plus de série parce que je dois accumuler plus de volume et sinon je vais à l'échec sur une série. Maintenant, les principes clés à garder en tête lorsque l'on parle de force, on parle de spécificité, d'accord? Spécificité à travers les tissus qu'on va cibler. On va chercher à cibler certaines lignes de tissus bien précises à travers des angles bien précis. On va éventuellement travailler avec des exercices bien précis. Vous allez avoir toujours des adaptations qui vont être globales et des adaptations qui vont être très spécifiques. Si vous devenez très fort au deadlift, vous ne faites que du deadlift, votre force, votre capacité à décharger de l'énergie de manière globale va être plus performante, mais, et ça c'est très important, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un transfert direct sur votre squat. Parce qu'il faut pratiquer votre squat pour devenir plus fort au squat, bien entendu. Il va augmenter un certain pourcentage, mais il ne va pas augmenter de la même façon qu'il devrait augmenter si vous l'aviez pratiqué directement, d'accord? Donc la loi de la spécificité. La deuxième loi, eh bien, c'est la loi ou le principe de la surcharge progressive. Vous voulez faire les choses progressivement parce que, encore une fois, la dose fait le poison. Comment augmenter le tout progressivement? De manière générale, je dirais que quand on travaille avec des intensités qui sont très élevées, on va viser à augmenter éventuellement de semaine en semaine, bloc en bloc, ça va dépendre de comment vous organisez le tout, de 2 à 5% la charge qui va être utilisée. Lorsqu'on travaille avec des intensités plus basses, comme je l'ai dit, de 5 à 8 répétitions, on peut éventuellement viser du 5% à 8-10%. Donc ce sont les règles que vous pouvez utiliser pour organiser votre système d'entraînement. Exemple, semaine 1, je fais ma base de référence. Semaine 2, je vais chercher à augmenter de 2% mon lift principal. L'exercice accessoire, où je vais travailler sur du 5 à 8 répétitions, je vais chercher à l'augmenter de 5 à 10%. Voilà comment vous pouvez espérer organiser le tout de la meilleure des façons. Cette marge d'erreur, la marge d'erreur ici est très fine, croyez-moi, je parle ici avec plusieurs années d'expérience. Maintenant les amis, parlons des variables à manipuler avant de vous donner le système parfait pour organiser le tout. Alors, variables à manipuler, le premier truc à garder en tête, comme je l'ai dit, lorsqu'on veut développer sa force max, on veut parler en intensité. L'intensité, on doit travailler avec des répétitions basses. Les répétitions ne sont que les reflets de l'intensité qu'on va utiliser. On aimerait utiliser un 85% de son 1RM, d'accord, donc de la force maximale qu'on pourrait produire pour un exercice donné en l'occurrence, mais de manière générale, même si c'est subjectif, c'est ce qu'on aimerait garder en tête, 85% et plus. Pour les plus avancés, on travaillera sur un 90%, 90%, donc ça serait un 3RM. Je trouve que c'est ce qui est approprié ici pour vraiment développer sa force max. Vous êtes obligé de le faire avec des intensités qui sont élevées, encore une fois. Et qui dit intensité dit intention. Vous voulez chercher à déplacer la barre de la manière la plus agressive possible. Même si d'un point de vue externe, la barre se déplace lentement, vous voulez quand même la bouger relativement rapidement ou avec l'intention de bouger rapidement, même si ça ne se fait pas dans ces conditions-là d'un point de vue externe. L'intention, c'est ce qui va dicter la
décharge de force que vous allez générer. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, gardez ça en tête. L'intention, c'est le facteur clé, les amis. Vous ne voulez pas négliger ça. Maintenant, une autre variable, une question qui revient souvent, c'est Kevin, le tempo, est-ce que c'est important ou pas lorsque on fait de la force max ou est-ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'hypertrophie? Commençons par l'hypertrophie. Le tempo, c'est pas très important. On s'en fout au final, d'accord? On s'en fout, oui et non. Ça va dépendre, encore une fois. Il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on cherche à faire. Il y a de la subtilité. Mais de manière générale, c'est pas très important. Quand on fait de l'hypertrophie, vous utilisez le tempo que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est standardiser le tout. Me dire, hey, quand je travaille avec certaines rangées de répétitions, je vais utiliser ce tempo, parce que ça me paraît plus approprié pour plusieurs raisons que je ne vais pas équivoquer ici. Mais au moins, vous savez que c'est la seule variable que vous voulez garder des variables fixes et vous ne voulez en changer qu'une. J'ai déjà fait un podcast là-dessus. Si vous changez toutes les variables, ça devient compliqué. Je change la semaine 2, de la semaine 1 à la semaine 2, je change le tempo, l'intensité, l'exercice. Ben, votre corps, il comprend rien. Tous les jours, vous apprenez un nouveau mot en japonais. C'est compliqué. Vous devez répéter le même mot pour éventuellement créer l'adaptation. Okay? Maintenant, pour la force, vous voulez contrôler la barre, mais vous voulez chercher à bouger le plus rapidement possible. Il n'y a pas d'intérêt à vouloir ralentir la barre de manière intentionnelle, surtout lors de la partie concentrique du mouvement. D'accord? Ça ne sert à rien. Le but, c'est de décharger la magnitude de force, la plus grande magnitude de force le plus rapidement possible. D'accord? J'en reviens encore une fois à cette intention. Donc le tempo, important pour l'aspect force, dans le sens où il ne faut pas le ralentir, d'accord? Et pour l'aspect hypertrophie, vous faites un peu ce que vous voulez encore une fois. Maintenant, si vous travaillez avec des intensités entre les deux, là, que j'ai mentionné, cherchez quand même à bouger la barre vite parce que on doit respecter ces deux aspects des extrêmes du continuum. Parlons maintenant de la sélection d'exercices. Pour l'hypertrophie. Pour l'hypertrophie, on veut penser à ça de la manière suivante. Vous voulez utiliser des variantes d'exercices qui vous correspondent de toute façon, c'est la règle numéro 1, d'accord? C'est-à-dire qui rentrent dans vos capacités de compréhension, vos capacités de mouvement, vos limitations articulaires, etc. Mais vous voulez varier les différents angles de travail parce que votre muscle, au final, lorsque vous faites un exercice, il ne va pas travailler sur votre muscle dans sa globalité. Il va travailler sur certaines parties de votre muscle, d'accord? Et ceci s'applique pour tous les muscles. Il y a pour certains muscles où on est un peu plus familier avec ça, les pecs, on sait qu'on va travailler plus sur la partie claviculaire, la partie, enfin je me rappelle plus des différentes parties en français, bref, vous m'aurez compris. Mais c'est pareil pour tous les muscles. Donc vous voulez varier les angles de travail. En variant les angles de travail, eh bien vous allez pouvoir créer cette harmonie, encore une fois, cette approche 360 degrés au niveau du développement musculaire. Maintenant, pour la force, eh bien, la sélection d'exercices, au final, lorsqu'on cherche cette adaptation globale, elle n'est pas très importante si vous n'êtes pas un athlète de force. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à devenir meilleur à un lift spécifiquement. Je reviens à la loi de la spécificité. Si votre but, c'est pas juste de devenir plus fort au squat, donc la spécificité du squat, eh bien, hey, on s'en fout de l'exercice qu'on va choisir. On va choisir un exercice qui nous permet d'être exécuté en toute sécurité. Ça peut être un exercice avec des demi-reps, des quarts de reps, on s'en fiche. Tant qu'on utilise un truc qui nous challenge, qui nous force, qui ne nous laisse pas le choix de décharger la plus grande quantité de force, eh bien c'est ce qui nous correspond. On s'en fout de l'exercice ici. C'est très très important. Simplement un exercice qui va nous demander d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser et qui ne nous laisse pas le choix de le faire. Donc très important ici, quand vous avez une barre sur votre dos, vous savez, la barre elle va m'écraser là, ok? Tu peux pas faire semblant, genre ouais en fait non attends, je repose. Non, la barre elle va t'écraser, tu vas donner ton maximum, d'accord? Donc ici, très important de comprendre qu'il n'y a pas d'exercice obligatoire pour le développement de la force pour l'adaptation globale. Si vous voulez l'adaptation globale et la spécificité de l'exercice que vous voulez améliorer, bien entendu, il va falloir sélectionner l'exercice en question. D'ailleurs, dans l'épisode de jeudi, sous forme de Q&A, on parlera de ça un peu plus en détail. Et voilà tous les amis, parlons maintenant du template, du modèle simple à utiliser, comme moi j'aime le faire. Je suis un grand fan de la dose minimale effective pour le développement de la force. J'aime développer bien entendu ma masse musculaire. Ce que j'ai cherché à faire de manière générale, c'est ça. Parlons de la fréquence, bien entendu, c'est tout ça qui doit être pris en considération. Pour le développement de la force, de manière globale, j'aime bien viser deux entraînements de force dans la semaine. Un jour où je vais l'axer un peu plus sur le bas du corps et un jour où je vais axer plus sur le haut du corps, d'accord ? C'est comme ça que j'aime voir le tout. C'est ce qui me permet d'avoir encore une fois cette harmonie. Ça pourrait être 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps, en fonction de vos spécificités ici. Mais 2 fois dans la semaine, espacé, je dirais, de 72 heures, 3 jours, c'est adéquat. Vous voulez avoir un temps de récupération important entre ces 2 efforts maximaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bonne préparation, etc. Éventuellement, j'aurai d'autres trucs avant. J'en parlerai quand on parlera de développement athlétique dans sa globalité, mais ce n'est pas le focus ici.
quand je vais passer à l'exercice de force, eh bien moi j'aime bien utiliser un top 7, la dose minimale effective. Et je vais vraiment chercher l'échec nerveux. C'est-à-dire que je vais travailler sur un 1 RM à 3 RM et jusqu'à ce que je n'arrive vraiment plus à lever la barre et c'est la fin. Donc je continue à monter jusqu'à ce que j'arrive, pam, 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 j'ai battu un nouveau record, j'arrive encore, ah, pam, j'essaie un peu plus, ah, pam, la barre s'écrase, je la pose sur les pins parce que j'ai tout mis, j'ai mis les sécurités bien entendu. Je vous invite à toujours faire les choses dans des normes sécuritaires et à partir de là, j'envoie le signal maximal, une série et c'est tout, ok? Et éventuellement, même si on venait à comptabiliser le tout, éventuellement, j'aurais accumulé certaines séries avec des répétitions en réserve auparavant. Donc, hey, on a le meilleur de tous les mondes selon moi. Pas besoin d'en faire trop pour se fatiguer. Je vais garder le reste de mon énergie pour les parties suivantes de l'entraînement. Pour les parties suivantes de l'entraînement, c'est là où je vais chercher à travailler avec l'entre-deux. L'entre-deux où je vais me dire, je vais stimuler mes muscles et je vais également développer ma force. Et là, je vais travailler avec mon 4 à 7 répétitions, 5 à 8 répétitions avec les exercices qui vont venir sur la deuxième partie. Pour la prise de masse musculaire, je dirais qu'encore une fois, on aimerait accumuler, on aimerait avoir une fréquence également de 2 fois minimum dans la semaine, voire 3 fois. Selon mon expérience, 6 à 10 séries en isolation par groupe musculaire, c'est intéressant, ok? 6 à 10 séries, c'est ce qui semble être adéquat. Selon moi, je pense que la littérature s'aligne là-dessus. Parfois, ils visent un peu trop haut, selon moi. Encore une fois, ça va dépendre de votre niveau d'expertise, mais on s'en sort bien avec 6 séries selon moi. Ça peut être 2 séries lundi, 2 séries mardi, 2 séries vendredi pour les biceps, les triceps, etc. Ou 3-3, on s'en sort pas mal. Éventuellement 3-3-3, ça va dépendre encore une fois de votre niveau. Mais c'est comme ça que je vois le tout ici. Et finalement, on peut travailler avec des intensités un peu plus basses parce qu'on a un peu moins d'énergie. En isolation, on peut travailler avec ce spectre axé sur le côté hypertrophie sans vouloir bénéficier du côté force, parce que pour bénéficier du côté force, il faut produire des quantités d'énergie qui sont élevées. Mais là, j'ai plus d'énergie parce que j'ai tout vidé lors de la première partie et lors de la deuxième partie. Vous voyez qu'avec ce modèle-là d'entraînement, vous pouvez vraiment développer toutes les qualités. Okay? Plein de qualités. Comme je l'ai dit, il y a mille et une façons de le faire, mais vous avez tous les outils nécessaires, les amis. Donc j'espère que cet épisode, cette masterclass sur la force et l'hypertrophie vous aura plu. Vous avez toutes les références ici et j'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez en apprendre plus sur le développement de la force, bien entendu, je vous invite à aller checker mon programme Hybrid Strong. Je vous apprends tout ça et vous allez bien entendu augmenter tout ça. Je vous invite à aller checker bien entendu tous les liens pour les ressources gratuites en description. Profitez-en également. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.